Les débats de l'été Sud Radio. À 12h10, Kylian Mbappé, objet de toutes les convoitises. Le joueur du PSG est devenu l'épicentre de nombreux débats. Les politiques s'en mêlent. Va-t-il résister à l'offre pharaonique de 300 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite? Va-t-il suivre les conseils d'Emmanuel Macron et rester en France? À quel jeu joue le PSG, comme le demande Anne Hidalgo? Nous sommes avec Arnaud Herman, envoyé spécial de l'équipe à Osaka, au Japon, où le PSG est en stage actuellement sans Kylian Mbappé. Bonjour Arnaud Herman. Bonjour. Alors c'est assez cocasse parce que justement vous vous apprêtez à suivre un match où le PSG va rencontrer un club saoudien sans Mbappé, privé de cette tournée japonaise. Exactement, là je suis à 5-10 minutes du coup d'envoi du match, 19h20 heure locale, contre le club de Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Et je peux vous dire que les tribunes sont loin d'être garnies, et pourtant Ronaldo, sa présence a suscité beaucoup d'engouement de la part du public japonais, qui l'a acclamé quand il est rentré sur le terrain. C'est un peu moins fort du côté du PSG, puisqu'il n'y a plus Lionel Messi, puis il n'y a pas Kylian Mbappé resté à Paris, et puis Neymar est en phase de reprise, c'est pas sûr qu'il joue. Oui, décidément. Le journal L'équipe, Arnaud, confirme-t-il cette offre de 300 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite pour Mbappé? Alors c'est pour le Paris Saint-Germain, c'est pour acheter sa dernière année de contrat. Effectivement, il y a une offre. Bon, voilà, je pense que le Paris Saint-Germain a beau jeu de dire qu'il est prêt à discuter, qu'il l'accepte, mais vous savez, quand c'est un transfert, ça se fait à 3. Et moi, je n'imagine pas que Kylian Mbappé parte en Arabie Saoudite, donc il pourrait proposer 1 milliard au Paris Saint-Germain, ça ne changerait pas grand-chose. Mais c'est tout de même, Arnaud Herman, un bras de fer qui s'amorce. Ah oui, ça c'est clair, c'est un bras de fer qui existe déjà depuis quelques semaines entre le club et son attaquant vedette. Après, c'est Mbappé qui a pour lui on va dire son contrat. Hein. Il a encore une année de contrat au Paris Saint-Germain. Alors évidemment, s'il devait partir libre dans 1 an, ça ne serait pas les affaires économiques du club, puisqu'il est considéré, si ce n'est comme le meilleur joueur du monde, peut-être le 2e, donc il doit normalement rapporter beaucoup d'argent en cas de départ. Mais s'il part libre, lui, il applique simplement son contrat. Son contrat, c'est d'être au Paris Saint-Germain encore une saison. Donc j'ai envie de dire qu'il a pour lui le droit du travail et il a pour lui un contrat en normatif, donc il n'y a pas de raison qu'il cède, au moins pour l'instant. Oui, mais Arnaud Herman, on imagine que le PSG va vouloir mettre la pression, justement, pour pas que son joueur parte libre, sinon il gagnera aucun argent. Comment ça va se passer? Est-ce que Mbappé peut faire une année sur le banc sans jouer? Alors aujourd'hui, avec la direction du PSG Paris Saint-Germain, qui est la direction du Qatar, il n'y a rien. C'est un club déjà par nature où rien n'est impossible. Alors avec cette direction qatarienne, son propriétaire, je pense que c'est encore peut-être plus vrai. Alors voilà, là il y a l'État, on ne le prend pas pour le stage au Japon, bon, soit, pourquoi pas. Après il y aura la reprise du championnat au mois d'août. On peut imaginer, moi c'est ce que je pensais avant même qu'il ne vienne pas au Japon. Au Japon, il a quand même, on va dire, un attrait économique pour le club, le fait qu'il soit là, même si, bon, on voit bien qu'il y a quand même un engouement malgré tout, même s'il n'est pas là. Moi, je pensais qu'il serait mis sur le banc ou laissé en tribune pour les premiers matchs de championnat du mois d'août. Après, aujourd'hui, il est difficile d'exclure un scénario plus qu'un autre. On peut imaginer que le PSG, s'il ne part pas, décide de le laisser sur le banc, peut-être une partie, voire toute la saison. Après, est-ce que le Paris Saint-Germain serait gagnant? Dans l'affaire, c'est pas sûr non plus. Alors tout le monde s'en mêle, on l'a dit, Emmanuel Macron a exhorté Mbappé à rester en France. Alors il y a Anne Hidalgo qui s'y met aussi ce matin, elle fustige le club parisien, elle demande à quoi joue le PSG. Est-ce que le club est vraiment à montrer du doigt dans cette affaire, Arnaud Herman? Non, la position du club, elle est relativement cohérente. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, si Mbappé ne veut pas prolonger, il faut qu'il s'y retrouve financièrement. Et s'y retrouver financièrement, c'est le vendre cet été. Ça, on est bien d'accord. On va dire qu'il peut espérer toucher entre 100 et 200 millions d'euros pour une dernière année de contrat, ce qui est déjà énorme. Oui. Après, la position d'Anne Hidalgo, il faut la mettre aussi dans la perspective du rapport de force qui existe aujourd'hui entre la mairie de Paris et le club au sujet du Parc des Princes et peut-être d'un possible déménagement au Stade de France. Donc elle a beau jeu de critiquer le PSG, effectivement, puisqu'il y a un conflit déjà entre les deux parties pour le stade. Après, le Paris Saint-Germain, sa marge de manœuvre, selon moi, reste malgré tout assez étroite, parce que quand on voit l'équipe qui va être alignée ce soir, alors certes, il y a un match de préparation, on est encore loin du début du championnat, vous allez avancer dans l'année sans Kylian Mbappé potentiellement, c'est pas du tout le même Paris Saint-Germain, et c'est un club qui garde beaucoup d'ambition et qui a surtout un train de vie exceptionnel.
exceptionnel. Hein. C'est un club qui dépense quasiment 1 milliard d'euros par saison. Donc si vous n'avez pas votre meilleur joueur, ou si vous n'êtes pas en capacité de le remplacer par d'autres très bons joueurs parce que vous n'avez pas l'argent, ça va finir par poser problème. Donc je ne sais pas si cette histoire, il y aura un perdant. Il y aura un perdant quoi qu'il arrive. On verra lequel en tout cas. Voilà, soit le Mbappé, donc on va voir. Mais on va voir. Merci Arnaud Herman, envoyé spécial de l'équipe, le journal de l'équipe à Osaka au Japon. Évidemment, la question que tout le monde se pose, Mbappé peut-il vraiment signer en Arabie Saoudite? On va s'intéresser à l'aspect géopolitique de ce dossier avec Kevin Vessière, professeur en géopolitique du sport, auteur de Football Club Géopolitics aux éditions Max Milo. Bonjour Kevin Vessière, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce qu'il peut vraiment décemment signer en Arabie Saoudite Mbappé? Est-ce qu'on le voit partir là-bas? Quel est le niveau réel de ce championnat, Kevin Vessière? Aujourd'hui, ça semble quand même compliqué de voir Kylian Mbappé signer en Arabie Saoudite. Effectivement, l'Arabie Saoudite a commencé à attirer de nombreux joueurs, de nombreuses stars, notamment avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Mais on sent qu'en tout cas, avec Kylian Mbappé, son choix de carrière est plutôt porté vers le Real Madrid. Ce serait une régression dans sa carrière de rejoindre l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite a l'ambition de construire une ligue mondiale de football. Et notamment, là pour l'instant, le niveau de jeu avant était, on va dire, relativement peu élevé, mais c'est vrai qu'avec les nouveaux transferts qui ont lieu, ce sera véritablement l'ambition d'en faire le 5e championnat mondial, en tout cas pour concurrencer les différentes ligues européennes. Mais c'est vrai qu'à ce stade, ce sont plutôt des joueurs en fin de carrière qui se dirigent vers l'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas du tout évidemment le cas de Kylian Mbappé. Après, c'est différent de certains projets comme les États-Unis ou la Chine, où là, ils avaient pu attirer en tout cas des joueurs de fin de carrière, puisqu'on a pu voir en tout cas que des joueurs comme Riyad Mahrez ou Ruben Neves ont rejoint ces différents clubs. Même Karim Benzema était quand même Ballon d'Or et il avait quand même une belle carrière aussi encore à faire en Europe. Donc ils arrivent en tout cas à convaincre des joueurs en fin de carrière, mais aussi qui ont encore une belle valeur marchande. Et c'est vrai qu'en tout cas, ils veulent poursuivre leur stratégie. Ils avaient essayé de rejoindre en tout cas Léo Messi dans leur championnat. Ça a été finalement un échec. Donc ils voudraient faire un autre grand coup et ça pourrait être effectivement avoir Kylian Mbappé pour ainsi réunir Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Kylian Mbappé dans leur ligue nationale et pour ensuite la vendre au niveau des diffuseurs internationaux et faire en sorte que cette ligue saoudienne puisse être la vitrine sportive de l'Arabie Saoudite. Évidemment, ils ont un argument de poids, c'est tout simplement les pétrodollars, 300 millions d'euros, l'offre est énorme. Est-ce que l'argent peut prévaloir dans ces cas-là? On verra si ça sera le cas pour Mbappé, mais c'est la question évidemment centrale. Oui, alors c'est vrai que le levier économique est très important et que là-dessus, l'Arabie Saoudite peut proposer des salaires et aussi des montants de transfert sur lesquels aucun autre club ne peut concurrencer, puisque finalement derrière les offres des clubs saoudiens, c'est l'État saoudien qui est derrière, avec notamment son fonds d'investissement souverain qui pèse plus de 600 milliards de dollars, qui accompagne un plan de transformation globale de l'Arabie Saoudite pour finalement moderniser le pays et améliorer son image à l'international. Et c'est vrai qu'en tout cas, les joueurs qui rejoignent ce type de championnat avec ces millions de dollars, ils ont en tout cas l'ambition pour la suite d'avoir des moyens financiers beaucoup plus importants pour véritablement investir dans le domaine du football, comme ont pu le montrer notamment le cas de David Beckham qui par exemple maintenant a son propre club de football. Donc c'est clairement pour l'intérêt financier que ces joueurs rejoignent le championnat saoudien. Et c'est vraiment nos limites, il n'y a aucune réglementation finalement en la matière? Là, pour l'instant, effectivement, non, il n'y a pas de réglementation en la matière. Et l'idée, c'est, avant le début de la saison, de la reprise du championnat saoudien, de constituer différentes équipes avec des grands joueurs pour en faire finalement une ligue compétitive et que ce ne soit pas non plus une ligue à deux vitesses, même si les 4 plus gros clubs saoudiens seront priorisés pour faire en sorte qu'ils puissent réunir les plus grosses têtes d'affiche, à savoir Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté et Karim Benzema. Kevin Vessière, la question qu'on se pose finalement en novice, c'est quoi? C'est une lutte de pouvoir pour organiser la Coupe du Monde 2023 pour répondre à celle organisée par le Qatar, ou ça répond à une demande de la population qui adorerait peut-être le football dans les Émirats? Naïvement, je pose la question volontairement.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est vrai qu'ils étaient en froid par le passé. Il y avait notamment un blocus qui avait été lancé par l'Arabie Saoudite contre le Qatar en 2017. Mais ce blocus a pris fin en 2021 et depuis, les relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite se sont finalement améliorées. Et ça a été illustré par la Coupe du Monde 2022 où on a pu voir l'émir du Qatar Al Thani un peu bras dessus bras dessous avec le prince héritier et leader de l'Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman. Et donc là-dessus, effectivement, l'Arabie Saoudite a l'ambition d'investir massivement dans le sport parce que ça avait pris beaucoup de retard, notamment vis-à-vis de leur rival qatari. Mais c'est surtout l'envie, en tout cas, d'organiser la Coupe du Monde pour accompagner leur plan de transformation et faire briller l'Arabie Saoudite au niveau international. Et plutôt que finalement le faire, se concurrencer par rapport au Qatar, puisque finalement le Qatar maintenant est dans une optique différente. Ils ont organisé cette Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite veut aussi cette Coupe du Monde, mais parce qu'il y a une logique finalement de mimétisme, de prestige. Et que cette Coupe du Monde, c'est une formidable vitrine pour un pays, pour en tout cas montrer toutes ses meilleures facettes aux yeux du monde. Et c'est ce qui a en tout cas illustré la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où finalement on a plus parlé du Qatar et de ses différents aspects positifs que finalement de toutes les polémiques qui se sont éteintes au fil de la compétition. Donc affaire à suivre, on verra si Kylian Mbappé peut vraiment signer. Mais enfin, voilà, l'affaire n'est pas gagnée en tout cas. Merci Kevin Vessière, professeur en géopolitique du sport, auteur de Football Club Géopolitique, d'avoir été avec nous. Restez avec nous à suivre le maire des Sables-d'Olonne qui porte plainte contre les gens du voyage et saisit la justice pour obtenir l'expulsion de ceux qu'il qualifie de délinquants. Yannick Moreau sera avec nous. De l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h24, bienvenue dans les débats de l'été. Des gens irrespectueux, le coup de colère du maire des Sables-d'Olonne qui porte plainte contre les gens du voyage débarqués dans sa commune. Yannick Moreau saisit la justice pour obtenir l'expulsion de ceux qu'il qualifie de délinquants. Il est avec nous, Yannick Moreau, le maire DVD des Sables-d'Olonne. Bonjour Yannick Moreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi avez-vous décidé de porter plainte ? Parce que simplement l'occupation sauvage d'un terrain public municipal n'est pas acceptable. La ville des Sables-d'Olonne respecte ses obligations légales de mise à disposition d'un grand terrain pour les grands rassemblements. Nous respectons la loi et nous entendons que ceux qui viennent en vacances chez nous, y compris lorsqu'ils sont des gens du voyage, respectent les règles et la loi de la collectivité qui les accueille. Comment justement s'est passée cette arrivée des gens du voyage sur votre commune ? C'est un grand classique. Ils sont arrivés le dimanche. En général, c'est le dimanche que les mouvements s'opèrent, et parce que c'est là où la vigilance est moins grande, peut-être aussi dans les collectivités. Et on avait, nous, comme chaque année, barricadé, protégé la plupart des espaces publics les plus favorables ou les plus attractifs pour les gens du voyage, mais ils ont forcé nos dispositifs de protection et ils se sont installés à côté du marais d'Olonne, au bord d'un équipement sportif, au bord d'un centre de loisirs, et ils se sont installés en toute illégalité. On est évidemment allé à leur rencontre avec la police municipale et ils nous ont dit oui, on sait que c'est illégal, mais on va rester 15 jours et on part après. Et le problème, c'est que ils font ça depuis des années, pas simplement au Sables-d'Olonne, mais partout en France, et c'est juste insupportable, inacceptable. Notre pays a besoin d'ordre et de faire appliquer la loi. Vous les traitez de délinquants, de gens irrespectueux, les mots sont durs. Parce que c'est une réalité, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des gens qui violent sciemment la loi et qui rarement sont exposés à la justice, parce qu'en général, c'est pas le cas en Vendée. Le préfet de la Vendée a été diligent suite à la plainte que nous avons déposée, et l'arrêté d'expulsion a d'ores et déjà été pris. Mais souvent, les préfets, les sous-préfets prennent leur temps avant de prendre des arrêtés d'expulsion, et puis lorsqu'ils sont pris et lorsqu'ils doivent être appliqués, ils prennent leur temps pour recourir à la force publique. Souvent d'ailleurs, ils ne recourent pas à la force publique. Pour quelle raison ? Parce qu'ils imaginent, à tort ou à raison, parce que c'est des consignes gouvernementales simplement, ils imaginent à tort ou à raison que le trouble à l'ordre public serait plus grand en allant faire exécuter une décision de justice avec les forces de l'ordre qui sont en sous-effectif globalement, parce qu'elles ont été beaucoup mobilisées en général avant l'été. Ils imaginent que le trouble à l'ordre public serait plus grand, et puis la justice de son côté, qui est souvent saisie et qui pourrait a posteriori
infliger des peines, parce que les peines encourues, c'est quand même des peines de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende lorsqu'il y a une occupation illicite. Mais Yannick Moreau, qu'on voit plus clair dans la loi, parce que c'est assez compliqué. Hein. Les Roms sont des citoyens européens qui bénéficient depuis janvier 2014 de mêmes garanties que les autres sortissants communautaires, notamment la liberté de circulation et d'installation. Donc sur quel fondement se base votre plainte ? Alors, je ne parle pas des Roms, je parle des gens. Les Roms, c'est une catégorie particulière. Non, je parle des gens du voyage qui viennent en vacances sur le littoral, comme beaucoup viennent en vacances sur le littoral, mais sauf qu'eux, ils choisissent le terrain, peu importe si c'est le leur, et ils s'installent au mépris de la loi et des propriétaires. Non, il y a un délit d'installation qui existe dans la loi et qui est d'occupation illicite de terrain par les gens du voyage. Et ce ne sont pas des Roms ? Non, ce sont des gens du voyage, terme générique si vous voulez. Oui. Ce sont des familles en fait qui viennent en vacances sur le littoral, comme elles viennent en montagne, comme elles viennent dans les grandes villes. Simplement, elles ne payent pas le camping, vous voyez. Et elles ne respectent pas les collectivités et les populations qui les accueillent. Et ça, c'est pas du tout acceptable. Merci en tout cas Yannick Moreau d'avoir été avec nous, maire DVD des Sables d'Olonne, après le dépôt d'une plainte contre des gens du voyage donc débarqués dans votre commune des Sables d'Olonne. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants, les suites de la polémique après les propos du directeur général de la police nationale. Les magistrats accusent Frédéric Vaux de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs. Les politiques s'en mêlent. On en parlera avec Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts, et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député LaREM. Évidemment, chers auditeurs, si vous voulez réagir, 0826 300 300. Jean-Michel Fauvergue, je me tourne vers vous car vous connaissez évidemment parfaitement ces sujets. Cette détention a été ressentie par les policiers comme la goutte d'eau. Ça explique cette fronde assez inédite tout de même. Il y a eu des mouvements de protestation de la part de la police, de la gendarmerie aussi, par le passé. Mais là, on est quand même sur un niveau d'étiage qui me semble important et d'où l'intérêt de trouver des solutions dans ce domaine-là. Effectivement, les choses sont inédites. C'est pas la mise en examen qui pose problème, c'est la détention provisoire, qui vient suite à la détention provisoire du policier de Nanterre. Les policiers ne comprennent pas, et le mouvement de colère vient de là, d'une manière générale, ne comprennent pas pourquoi les règles de la détention provisoire, qui sont des règles assez strictes, s'appliquent à un policier qui a toutes les garanties de représentation, qui ne va pas d'une manière générale, parce qu'en général les policiers sont républicains, même s'il y a ces problèmes-là à traiter, qui ne va pas non plus faire pression sur qui que ce soit, qui ne va pas aller voir les victimes, qui ne va pas... donc, vous, en tant que policier, vous ne l'avez pas comprise non plus, cette détention provisoire ? Non, honnêtement, je ne la comprends pas. Mais bon, après, elle est prise en compte par des magistrats et par un JLD, un juge des libertés et de la détention. Pour autant, et je pense que ça fera partie de notre débat, mais en tout cas, c'est partie de ce qu'on dit en ce moment. Pour autant, est-ce que la règle qui existe de cette manière-là, je ne parle pas d'être au-dessus des lois, le président de la République l'a dit, les policiers, les flics ne sont pas au-dessus des lois, loin s'en faut. Mais sur les règles de procédure, est-ce qu'on peut appliquer à des gens à qui on demande de risquer leur vie et qu'on le demande de plus en plus et qui sont de plus en plus agressés par des bandes supérieures en nombre souvent, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes règles procédurales que le citoyen lambda? La réponse, en tout cas la mienne, est non. Et celle des policiers, de manière générale, est non non plus. Benjamin Lucas, Europe Écologie Les Verts, vous êtes député. Quand vous entendez justement les propos de Jean-Michel Fauvergue, là on touche finalement au cœur du débat, c'est que tout simplement les policiers ne devraient pas être des citoyens exactement comme les autres, dus à leur fonction. Vous en pensez quoi ? Non, moi je crois qu'il y a plus de responsabilités et plus de devoirs pour ceux qui ont pour mission de servir et de protéger la République. Mais le cœur du débat, il n'est pas là. Le cœur du débat, c'est que nous assistons depuis 48 heures maintenant à une remise en cause de l'indépendance de la justice, à une remise en cause de l'autorité de l'État et de l'autorité républicaine par des chefs de la police. Moi, je ne parle pas là
de policiers qui exerceraient ou pas un mouvement social. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire. Je parle de chefs de la police qui ont décidé de remettre en cause l'indépendance de la justice et l'autorité de l'État, et le ministre de l'Intérieur est planqué sous la table parce qu'en réalité, depuis qu'il est en fonction, mais comme beaucoup de ses prédécesseurs, il est plus le porte-parole d'Alliance, syndicat policier d'extrême droite, que ministre de l'Intérieur, garant de l'ordre républicain. Et nous sommes là au cœur d'un problème extrêmement grave. Et moi, j'aurais souhaité que le président de la République ait les mêmes mots que ceux qu'avait utilisés François Mitterrand en 1983, quand des policiers avaient manifesté sous les fenêtres du garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter. Ce serait ça, être à la hauteur de sa fonction de préservation de la République. De François Mitterrand, s'il vous plaît. François Mitterrand avait dénoncé clairement l'offensive séditieuse d'une petite partie de policiers, minorité agissante, avait-il dit, et il avait exercé un certain nombre de ses prérogatives, notamment en changeant de préfet de police, etc., etc. Bon, là, on a le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris, deux personnalités importantes dans le dispositif de l'État, dans le dispositif de la police républicaine, qui mettent en cause la justice et qui, finalement, dictent au gouvernement une forme de timidité pour défendre les valeurs et les principes républicains qui est inacceptable. Jean-Michel Fauvergue, là, c'est vrai qu'on touche dans tous les aspects du débat. Il n'empêche ce que Benjamin Lucas appelle la frilosité, finalement. Est-ce que c'est de la frilosité ou est-ce que là, le pouvoir s'inquiète tout simplement d'avoir une police découragée et qui démissionne d'une certaine manière? La fronde s'étend, on le rappelle. Hein. Non, oui, mais ce qui est dit là, ce que Benjamin Lucas dit et qu'on entend à satiété dernièrement, en particulier avec les députés LFI, etc. Il parle de l'indépendance de la justice. Il n'y a aucune remise en cause de l'indépendance de la justice. Je rappelle que le directeur général de la police nationale est un ancien policier du domaine judiciaire, et que quand on relit ces propos qui sont mis en cause là, on voit qu'il y a un profond respect du rôle des magistrats et ce policier-là était très respecté des magistrats. Il n'y a aucune remise en cause. Ça a été très critiqué là par les magistrats eux-mêmes. Hein, mais il n'y a aucune remise en cause. Critiqué par une partie des magistrats, pas tous, si on revoit les... mais il n'y a aucune remise en cause, mais d'aucune sorte, de l'indépendance de la magistrature. L'indépendance de la magistrature, elle s'applique sur l'enquête, elle s'applique sur le jugement. Oui. Il critique quand même cette détention provisoire. Il appelle à la libération. C'est les règles procédurales. Une détention provisoire, ça fait partie des règles procédurales. Et encore une fois, la problématique de la détention provisoire pour un policier qui a toutes les garanties de représentation, etc., c'est ça qui est au cœur du problème. C'est ça que l'on doit régler. Et puis la deuxième problématique, c'est justement ce que j'annonçais moi dans ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on doit traiter le policier de la même manière qu'un citoyen, alors qu'on demande aux policiers d'être sur le terrain, d'utiliser la violence légitime pour mettre fin à un certain nombre d'exactions? Là, je parle des émeutes, mais aussi d'utiliser la violence légitime face à des bandits qui vont vous tirer dessus, qui vont vous tirer sur la population. On demande aux policiers de protéger les gens. Donc à un certain moment, il va falloir protéger un peu plus les policiers, surtout dans cette période où il y a de plus en plus de violence. Une violence d'ailleurs qui est suscitée par les groupes d'extrême gauche, qu'ils soient présents à l'Assemblée nationale ou qu'ils soient dans les syndicats, y compris dans le syndicat de la magistrature. Je suis désolé de vous le dire. Donc à un certain moment, il faut qu'on arrive à trouver des règles particulières, procédurales. Jean-Michel Fauvergue, sur ces règles et sur cette éventuelle réforme. Avant de vous redonner la parole, Benjamin Lucas, on va aller voir un auditeur, Dust, qui vient de nous appeler. Oui, tout à fait. Je vais vous redonner la parole. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Michel Fauvergue. Dust, vous vouliez réagir, bonjour, sur notre antenne, bonjour. Bonjour. Ben oui, je voulais réagir parce que, d'abord, je vais quand même poser 2-3 choses. Je suis conscient qu'on est des primates qui font un peu de temps en temps n'importe quoi et qu'on a besoin de forces de l'ordre pour réguler tout ça. 2, je suis pas du style à faire des amalgames, notamment parce que j'ai vécu dans un village où on avait une gendarmerie de haute montagne et pendant toute la période où j'ai fait pas mal de bêtises, ils ont toujours été super corrects. C'était peut-être un autre monde ou un autre espace-temps où un gendarme, quand on avait des pneus lisses, avant de nous coller une prune, il nous disait d'aller le changer, de revenir à la gendarmerie, ou alors il pouvait dire un truc du style si j'en parle à ton père, je pense que ça va pas le faire. Donc ça, c'est posé.
Maintenant, en tant que porteur de cheveux longs, je vais dire, j'ai quand même pas mal souffert de contrôle aux faciès à une époque où chez moi il n'y avait pas d'immigration. Donc les ségrégations ne pouvaient pas se faire vis-à-vis de peau bronzée ou de cheveux trop bouclés, puisqu'il y avait quasiment que des blancs. Mais il y avait déjà cette ségrégation. Et c'est assez désagréable de mal se faire parler, de pas avoir de politesse et de subir ce genre de choses. Alors, encore une fois, je dis que c'est qu'une partie. En même temps, je sais très bien que la police en France est sous-formée et qu'en plus, il y a une politique toxique de nos gouvernants qui ont enlevé des gens d'expérience, des officiers, pour mettre que de la jeunesse dans certains coins un peu chauds. Et je comprends bien que quand on est dans certaines banlieues, si on se fait traiter d'enculé, excusez-moi du terme, toute la journée par des jeunes, on peut déraper. Mais en fait, il faut vraiment former notre police pour qu'elle passe outre ça et qu'elle soit quelque part, entre guillemets, un peu dans la bienveillance. Et effectivement, des fois, ils sont obligés de sortir leur calibre et de tirer. Mais quand même, cette absence d'encadrement par les anciens... je pense, prédispose à des dérapages et à ces scènes de violence. Pour vous, il faut revoir les choses au niveau de la formation. Merci en tout cas, Dust, d'avoir réagi au 0826 300 300. On va redonner la parole à Benjamin Lucas, qui peut peut-être réagir sur les propos de Dust, mais qui voulait aussi, j'imagine, répondre à Jean-Michel Fauvergue, qui l'interpellait tout à l'heure. Oui, moi je suis extrêmement choqué par les propos de M. Fauvergue. Entendre un ancien parlementaire macroniste parler comme un porte-parole lepéniste, dénonçant une extrême gauche à l'Assemblée, dans le syndicat de la magistrature, ça rappelle pas les heures les plus glorieuses de la République française. Cette espèce de chasse aux sorcières et cette volonté de mettre au banc de l'arc républicain des gens dont l'histoire entière témoigne qu'ils ont contribué aux valeurs et à l'histoire de la République, surtout quand on se tait face aux séditieux d'alliance ou autres. Je trouve que c'est quand même une dérive extrêmement inquiétante et j'aurais aimé que le président de la République, les macronistes qui ont été élus puis réélus grâce au barrage que nous avons été des millions à faire face à l'extrême droite, à Madame Le Pen, ne reprennent pas et ne singent pas son discours. Sur le débat qui nous préoccupe, vous savez, Jean-Pierre Chevènement disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ben moi, je pense qu'un DGPN, un préfet de police, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et donc, on ne peut pas avoir, quand vous dites qu'il n'y a pas de remise en cause de la justice, le simple fait que le directeur général de la police nationale fasse une interview pour remettre en cause une décision de justice. C'est une manière de faire pression sur la justice. Que soit organisé à travers le pays un mouvement de protestation des forces de sécurité, c'est une manière de faire pression sur la justice. D'ailleurs, il y avait même des gens qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale il y a 2 ans maintenant, en demandant que finalement il y ait des lois différentes et que la police s'impose sur la justice, en disant que le problème de la police, c'était la justice. Tout ça, c'est participer d'une démarche séditieuse et anti-républicaine. Moi, c'est justement parce que je veux protéger les policiers et les fonctionnaires de police que je pense qu'il faut augmenter la formation des agents, qu'il faut lutter contre le burn-out, les dépressions et les suicides dans la police qui sont trop importants, qu'il faut arrêter avec ces doctrines de maintien de l'ordre qui épuisent nos policiers autant qu'elles mettent de l'huile sur le feu dans les mouvements sociaux, et qu'il faut, oui, combattre les violences policières et les contrôles de faciès. Benjamin Lucas, je me permets de vous couper parce qu'on va revenir sur les réalités vécues par de nombreux jeunes. On va revenir sur ces éventuelles solutions, cette réforme. On va marquer une petite pause et on se retrouve après avec vous, Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts, et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député La République En Marche. Restez avec nous. Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h46, on poursuit notre débat sur cette affaire hautement inflammable, l'affront des policiers marseillais à la suite de la détention de l'un des leurs, qui s'étend d'ailleurs dans d'autres villes, notamment en région parisienne. Les propos du directeur général de la police, qui souhaite que l'agent de la BAC soit libéré, qui n'en finissent plus de susciter l'indignation de la gauche et des magistrats. Nos invités aujourd'hui, Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts, et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député La République En Marche. Nos auditeurs qui réagissent, 826 300 300. On parlait tout à l'heure avec vous, notamment Benjamin Lucas, qui était un petit peu déçu de cette réponse politique. Justement, je vous propose, avant de vous redonner la parole, d'écouter Emmanuel Macron interrogé sur les propos justement de Frédéric Vaux hier depuis Nouméa. Écoutez sa réponse. On parle de fonctionnaires de police, on parle de militaires de la gendarmerie dont on a reporté tous les congés sine-die. Ils étaient en train de partir avec leur famille, ils sont revenus. Donc ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qui font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc, bien évidemment, eux-mêmes
s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi. Jean-Michel Fauvergue, il a fait du en même temps Emmanuel Macron. Hier, il a refusé de commenter les propos d'ailleurs du directeur général de la police. Non, il a répété les règles élémentaires et que je vous disais dès le départ, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus de la loi. Mais la problématique de ça, c'est que, encore une fois, et moi je vais rentrer dans le débat technique plutôt que de délivrer une doxa comme a fait Benjamin Lucas, les doxas habituels qu'on entend. Tous ceux qui ne sont pas de leur avis sont d'extrême droite ou sont de l'autre côté de la barrière. Est-ce que j'ai dit ça ? On avait un vrai problème. Et la doxa contre les syndicats qui va bien aujourd'hui, on parle des syndicats de police, mais qu'on pousse et qu'on respecte quand il s'agit de la CGT ou Sud, etc. Donc, il nous faut des solutions techniques à cette problématique-là. La problématique, elle est simple. On a des policiers, des gendarmes, on a des gens de force de l'ordre dont on demande beaucoup, et en particulier au péril de leur vie, de la vie de leurs camarades, de protéger. Face à eux, il y a une violence de plus en plus forte, importante d'individus qui sont quelquefois de plus en plus jeunes, mais en tout cas d'autant plus violents, que ce soit dans les émeutes, que ce soit au niveau de la criminalité, en particulier avec les stupes, etc. Et donc, il y a une autre sorte de danger que courent ces policiers. Et donc, pas face à ça, il faut trouver des solutions qui sont des solutions modernes. Alors, vous avez la nécessité à un certain moment de faire juger les policiers avec la loi commune, mais par des juridictions spécialisées, par des juges spécialisés, des juges, et ça existe d'ailleurs, ça existe déjà, ça existe dans l'antiterrorisme, ça existe avec la Cour de justice de l'État pour les ministres. Donc des juridictions spécialisées qui auront l'avantage d'avoir des juges qui vont bien connaître les policiers. Indépendantes, tout à fait indépendantes, bien évidemment, qui respectent l'indépendance de la justice. Il n'est pas question de ne pas respecter l'indépendance de la justice, mais spécialisées parce qu'ils connaîtront bien leur job, ils connaîtront bien aussi la manière dont les policiers et les gendarmes font le job. Mais il y a l'IGPN, alors ce ne sont pas des juges. C'est pas des juges, l'IGPN. Oui, je sais, c'est les services d'enquête. Ils pourront s'appuyer sur l'IGPN, bien évidemment. Oui. Et je vous remercie de dire que l'IGPN, les enquêtes de l'IGPN se font sous l'autorité des magistrats, mais sous l'autorité des magistrats spécialisés. Et puis ça permettra aussi d'aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que la problématique qu'il y a dans ces affaires-là, c'est que ça va durer 2 ans, 2 ans et demi, comme dans l'affaire par exemple Traoré, ça va durer 2 ans et demi, on va feuilletonner et ça va nourrir. Il faut aller beaucoup plus vite là-dessus et il faut des juridictions spécialisées là-dessus qui interpréteront la plupart des règles de procédure pénale par rapport à la spécificité du travail qu'on demande aux policiers. On va donner la parole à Benjamin Lucas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Jean-Michel Fauvergue des magistrats spécialisés pour ces affaires-là concernant les policiers ? Bon, d'abord, si vous me le permettez, je trouve que M. Fauvergue comme M. Emmanuel Macron sont assez pétochards dans cette affaire puisqu'ils cherchent à décaler le débat, qui est quand même, pardon d'y revenir, mais ce qui se passe est pour notre démocratie extrêmement grave et c'est pas juste la gauche, les syndicats, etc. qui devraient s'en émouvoir, ce sont tous les républicains sincères. Il y a un coup de menton des autorités policières qui vise à faire plier la justice et l'état de droit et l'état républicain. C'est en tant que républicain quelque chose qu'on peut pas accepter. Oui. Moi, je crois que la première des étapes à franchir dans les poursuites à l'égard des policiers, c'est de garantir l'indépendance de l'IGPN. Nous avons une police des polices qui est une anomalie dans les grandes démocraties occidentales. Elle n'est pas qui est sous la tutelle. Elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'organismes internationaux et c'est des comparaisons extrêmement claires qui montrent que c'est une anomalie dans les grandes démocraties que d'avoir une police des polices qui est sous l'autorité du même ministère de tutelle que celui de la police. Il faut garantir l'indépendance de l'IGPN, ce serait là un premier pas. Après, il faut aussi envisager, moi je souhaite pas, comme M. Fauvergue, j'ai pas très bien compris tout ce qu'il a dit, mais je souhaite pas qu'une justice forcément expéditive. Vous dites qu'il faut que les choses aillent vite quand des investigations doivent
prendre du temps. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Non, mais c'est vrai que ça pour les nourrit justiciables quand le il y a au bout doute, des ça enquêtes. nourrit les frustrations, comme Oui. dans l'affaire Traoré, c'est vrai. Comme dans toutes les affaires, pas simplement dans les affaires qui ont lieu avec des policiers. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait plus de moyens pour la justice, qu'on embauche davantage de greffiers et de magistrats pour instruire plus vite. On le doit à la fois aux mises en cause ainsi aux victimes présumées, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans une justice qui peut être rendue efficacement. Mais je crois que l'indépendance de l'IGPN est un préalable. Et puis après, je pense qu'il faut prévenir aussi plutôt que guérir. Et donc, il faut mieux former nos policiers aujourd'hui. La formation, elle a été amoindrie, elle a été allégée, elle a été fracturée depuis quelques années. Il faut lutter contre les contrôles discriminatoires et notamment mettre en place un petit bout de papier qui s'appelle le récépissé de contrôle d'identité, qui permet beaucoup plus vite de voir s'il y a eu ou pas un contrôle à motivation raciste ou xénophobe. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on peut faire extrêmement vite, mais depuis 6 ans maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il a refusé de le faire et M. Darmanin a même dit que les violences policières, ça n'existait pas. Preuve d'un déni complet, puisque tout le monde les reconnaît, la science, la sociologie, les enquêtes internationales, la Cour européenne des droits de l'homme, le Haut Conseil aux droits de l'homme de l'ONU, la défenseur des droits, qui ne sont pas, à ma connaissance, la NUPES ou la CGT, pour répondre à M. Fauvergue. Rapidement, Jean-Michel Fauvergue, parce que les auditeurs appellent aussi. Je pense que Benjamin Lucas et les gens de son groupe et la France Insoumise ne se contentent pas de saouler les autres avec leurs paroles, mais se saoulent eux-mêmes. Et puis ils sont aussi assez incorrects. Monsieur Benjamin Lucas, quand vous aurez fait aussi vous la preuve de votre courage, vous pourrez traiter les autres de pétochards. Ça, c'est la première chose. Et essayons quand même d'avoir un débat qui soit respectueux les uns des autres, d'une manière générale. Ce que vous avez dit d'en faire la démonstration. Ce que vous avez dit de l'IGPN, vous dites que l'IGPN, vous avez des IGPN qui sont indépendants, qui s'appellent autrement, qui sont indépendants dans la plupart des pays. Non, c'est pas vrai. Ils sont indépendants, par exemple, au Royaume-Uni, c'est vrai, ça je vous l'accorde, mais dans la plupart des autres pays, ces services-là dépendent de la police. Et puis je vous rappelle, dépendent du ministère de l'Intérieur. Et puis je vous rappelle que l'IGPN, les policiers sont le corps le plus scruté et de la part de cette IGPN et de la part des autres services qui sont là pour voir s'ils respectent. Messieurs, on va aller écouter un auditeur, Claude de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour. Vous vouliez réagir dans ce débat nourri. Je voulais intervenir. Je précise que mon petit-fils est policier à Paris, donc ça veut dire que j'ai quelques connaissances aussi avec le milieu. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Jean-Michel Fauvergue, qui d'ailleurs l'a dit posément et j'ai compris personnellement, en différence avec Monsieur Lucas qui n'a pas compris, semble-t-il. Et puis, je voudrais dire aussi, et j'ai compris moi aussi les propos du DGPN, je veux dire, je les ai compris, j'ai compris pourquoi il a dit ça, et je pense que il faut, alors je souffre beaucoup quand j'entends dire il faut que les policiers soient des citoyens comme tout le monde. Je rappelle que les policiers, ce sont les seuls en France, dans notre pays, qui ont l'usage de la violence légitime pour la protection des citoyens et de l'État. Donc la différence avec les autres citoyens, c'est qu'ils ont l'usage de la violence, l'usage de la force. Et donc après, c'est leur appréciation dans des secondes ou parfois dans certaines circonstances qui fait que. Et je voudrais dire. Ceci étant posé, je ne vois pas pourquoi, et je suis d'accord quand M. Fauvergue dit ça ne sert à rien de le garder en prison si ce n'est pour le symbole, et je suis désolé de dire qu'en fait, ceux qui agitent aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, et je dois reconnaître que effectivement, c'est cette gauche écolo, etc. Tous les jours, moi je regarde tous les jours, il y a un jeune assassiné, tous les jours, il y a une jeune femme défigurée parce qu'elle n'est pas habillée comme il faut, tous les jours, et là, on est en train de tourner en rond autour d'un propos qui dit que si ce policier-là n'était pas en prison, ça ne changerait pas ni la face des problèmes, ni sa capacité à lui d'être jugé. Donc voilà, moi je voulais dire ça, et j'en ai ras-le-bol de cette gauche qui a démoli le pays depuis Mitterrand. C'est bien de citer Mitterrand, d'ailleurs Monsieur Lucas, parce que le démolissage de la France a commencé avec lui, comme paramètre d'honnêteté, franchement, Mitterrand, avec sa femme, sa fille, sa famille, tout, non, faut arrêter quoi. Alors Benjamin Lucas, par souci d'équité, je vous laisse répondre, parce que là vous étiez un petit peu deux contraintes, donc je vous laisse répondre, mais s'il vous plaît rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de ce débat. Merci. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas peur d'être seul contre tous. Vous avez été interpellé, donc je vous laisse répondre rapidement. Simplement, la force, elle doit être encadrée, et elle l'est d'ailleurs aujourd'hui, il y a des lois. Et encore une fois, moi, je suis pas un adepte par principe de la détention provisoire, je ne me prononce pas, je respecte la séparation des pouvoirs, je suis parlementaire, je ne commande pas une décision de justice, mais ce policier, il a un avocat, il peut avoir des porte-paroles, il a des organisations syndicales. Ce n'est pas au directeur général de la police nationale de mettre
remettre en cause l'indépendance de la justice et de défier l'autorité de l'État. Je regrette simplement que le président de la République et le ministre de l'Intérieur ne soient pas à la hauteur de leurs responsabilités républicaines. Merci en tout cas à tous les deux, aux auditeurs également, Benjamin Lucas, député Europe Écologie Les Verts, et Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, ancien député LaREM. Merci d'avoir été avec nous. Et puis restez avec nous dans quelques instants. À 13h05, mon invité du jour sera Laurent Alexandre. L'intelligence artificielle va-t-elle bouleverser le monde? On en parle avec l'auteur de La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. Vous pouvez évidemment réagir 0826 300 300. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 13h07, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. C'est l'heure d'accueillir mon invité du jour, Laurent Alexandre. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Bonjour. Il y a 6 ans déjà, le chirurgien énarque que vous êtes, fondateur de Doctissimo, publiait La guerre des intelligences, dans laquelle vous évoquiez les perspectives vertigineuses de l'intelligence artificielle, notamment en matière d'éducation. Suite à l'éruption fulgurante de ChatGPT dans nos vies, vous êtes empressé de faire une mise à jour incontournable avec La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT aux éditions Lattès. On va revenir avec vous sur cette révolution qui nous pend au nez, qui a déjà d'ailleurs commencé. Vous doutiez, Laurent Alexandre, il y a 6 ans, en écrivant votre livre, que vous deviez justement ajouter à l'heure de ChatGPT en 2023 ? Eh bien, je ne pensais pas que les choses iraient si vite. Pour tout vous dire, ce que réalise aujourd'hui, par exemple, en médecine GPT-4, je n'imaginais pas ça envisageable avant 2030-2040. Donc oui, j'ai été surpris par l'accélération depuis 1 an de la technologie et des performances extraordinaires de ce qu'on appelle les LLM, les grands modèles de langage, qui s'expriment aussi bien que les hommes, parfois mieux. Par exemple, dans le domaine de la médecine, GPT-4, la dernière version de ChatGPT, est plus performante que les médecins dans beaucoup de spécialités, et elle réalise par exemple des performances extraordinaires à l'examen de qualification pour être neurochirurgien aux États-Unis, ce qu'on appelle le board de neurochirurgie. Elle a des performances qui étaient inimaginables, impensables il y a 1 an. Donc oui, cette révolution va plus vite que prévu, et donc elle va poser des questions sociales et politiques importantes parce que on n'a pas anticipé cette tornade technologique. Et comment vous voyez justement l'évolution de l'IA dans les années à venir ? Écoutez, je crois que personne aujourd'hui sur Terre n'est capable de dire à quelle vitesse la révolution technologique va aller. Nous sommes dans une espèce de brouillard technologique parce que les choses vont plus vite que prévu. Donc on peut aujourd'hui, à mon avis, faire 3 scénarios. Il y a le premier scénario, qui est le scénario lent, dans lequel l'intelligence artificielle ne dépasse pas l'intelligence humaine dans les années qui viennent. Et là, l'intelligence artificielle entraînera simplement une révolution industrielle, une révolution schumpeterienne, comme l'a été Internet, ou la vapeur, oui, ou l'Internet l'a fait. Le deuxième scénario, qui est privilégié par les experts, c'est que l'intelligence artificielle arrive dans les 1000 à 2000 jours au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, l'AGI en anglais. C'est-à-dire qu'elle dépasserait l'homme dans toutes les dimensions. Ça, ce serait une révolution civilisationnelle. Et puis le troisième scénario, qui est le scénario privilégié par Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, c'est que la super-intelligence artificielle arrive avant 2030. Là, ce ne serait plus un changement civilisationnel, ce serait un changement anthropologique, parce que la place de l'homme sur Terre serait radicalement nouvelle. L'homme serait marginalisé par la super-intelligence artificielle. Donc vous voyez, le brouillard technologique dans lequel on est, notre incertitude par rapport aux 3 scénarios que je vous ai décrits, fait qu'il est difficile de savoir ce qui va se passer entre une révolution industrielle comme une autre, et puis l'arrivée de la super-intelligence artificielle qui est un vrai changement anthropologique. Il y a d'énormes différences. Donc je crois qu'il faut se préparer aux 3 scénarios. Mais ça n'est pas facile parce que les choses vont beaucoup plus vite qu'on l'envisageait. On a compris qu'on était en tout cas dans le flou et dans l'expectatif. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou on doit au contraire s'en réjouir, ou les deux ? Alors écoutez, de savoir ce qu'on va faire de cet outil extraordinaire est très difficile. De savoir si l'intelligence artificielle pourrait devenir hostile un jour, c'est difficile à déterminer. Vous avez probablement vu que la plupart des experts mondiaux et des industriels de l'intelligence artificielle ont publié un écrit de 22 mots le mois dernier, expliquant que pour limiter le risque d'extermination de l'homme par l'intelligence artificielle, il fallait que tout le monde travaille comme nous travaillons à réduire
réduire le risque de guerre nucléaire ou de pandémie mondiale. Donc vous voyez, il y a des gens très pessimistes. À l'opposé, il y a des gens extrêmement optimistes qui pensent que nous allons rentrer dans un nouveau siècle des Lumières, dans une explosion technologique extraordinaire. Le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a même déclaré qu'il pensait que la mort de la mort, l'immortalité pourrait, grâce à ChatGPT et à ses successeurs, arriver dès 2029. Vous voyez qu'il y a des très optimistes et des très pessimistes par rapport à notre place face à l'intelligence artificielle. Mais peut-être parce qu'il y a des bienfaits, mais aussi des dangers. Elon Musk, par exemple, prône, on le sait, un moratoire de 6 mois. Il évoque des risques majeurs pour l'humanité. Quels pourraient être concrètement ces risques, Laurent Alexandre ? Alors l'utilisation malfaisante, c'est-à-dire la désinformation, la manipulation des gens par l'intelligence artificielle. On pourrait avoir aussi une révolution industrielle et économique mal gérée, avec beaucoup de gens sur le bord de la route. Vous voyez, il y a des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est très supérieure à nous. Que vont devenir les professions qui sont challengées, les avocats, les médecins, si nous n'organisons pas une réforme des études médicales, par exemple, dans mon domaine qui est la médecine, on va avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle va dépasser les capacités humaines. Mais est-ce qu'elle ne peut pas, justement, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment, mais on n'en est qu'aux prémices, vous l'avez très bien expliqué, est-ce que ça ne peut pas tout simplement venir en support, en aide de l'être humain ? Oui, bien sûr. Mais pour que l'intelligence artificielle soit positive, soit complémentaire, soit un support par rapport à l'homme, il faut d'abord savoir s'en servir. Et puis, il faut faire des choses que l'intelligence artificielle ne fait pas. Vous voyez, si vous êtes un cadre et que vous faites en 3 jours ce que ChatGPT fait en 15 secondes, ça va mal se passer dans l'entreprise. De la même façon, dans le monde des journalistes, il faut apporter une valeur ajoutée par rapport à GPT-4. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de journalistes écrivent leurs articles avec ChatGPT dans sa version 4. Est-ce que les rédactions accepteront éternellement que les journalistes se servent de l'outil sans apporter de valeur ajoutée ? Je ne suis pas sûr. Donc, enfin, ChatGPT, pardon, Laurent Alexandre, alors moi je ne l'utilise pas, je vous le dis tout de suite, je l'ai utilisé pour faire les devoirs avec mes enfants, pour tout vous dire. Mais il faut prioriser l'information, ça ChatGPT ne le fait pas encore, n'est-ce pas ? Il le fait de mieux en mieux et je vous conseille d'utiliser non pas ChatGPT mais GPT-4 qui est la toute dernière version de ChatGPT. Vous allez voir qu'il y a un énorme problème pour les journalistes et il y a déjà des journaux qui sont en train de remplacer une partie de leurs équipes journalistiques par l'intelligence artificielle. Donc moi je ne suis pas un pessimiste, mais pour que les scénarios roses se déroulent, il faut réformer radicalement nos institutions, il faut bien sûr réformer l'école, parce qu'aujourd'hui l'école forme au métier d'avant ChatGPT et pas au métier de l'époque de ChatGPT et de ses successeurs. Il y a du retard dans l'éducation nationale, vous êtes catastrophé de voir ça. Il faudrait l'intégrer comment aujourd'hui dans la vie de nos élèves ? Le retard il est immense, mais c'est pas spécifique à la France, c'est pas la faute de Pape Ndiaye, c'est pas la faute de Macron, c'est pas la faute d'Elisabeth Borne. Dans tous les pays, les institutions ne sont pas prêtes parce que la tornade technologique est allée trop vite. Donc nous sommes aujourd'hui dans une difficulté à prévoir ce qui va se passer. On a vu le niveau d'incertitude face auquel on est. Et puis, nous ne savons pas à quelle vitesse l'IA va aller, donc nous ne savons pas comment il faut former les enfants. Vous voyez bien que si l'IA galope très vite, les métiers auxquels l'éducation va dans 6 mois former nos gamins n'existeront plus. Vous leur diriez quoi justement à ces jeunes ? L'intelligence artificielle aura progressé. Vous leur diriez quoi aujourd'hui à ces jeunes, Laurent Alexandre, finalement ? Alors, culture générale, culture générale. L'école doit former à une bonne culture générale. Le plus important, c'est que les gamins aient une pensée transversale, connaissent le monde. Il ne faut surtout pas avoir des savoirs techniques très étroits parce que l'intelligence artificielle nous dépassera dans les savoirs techniques très étroits. Donc il faut être transversal et avoir beaucoup de culture générale. En 1934, le général de Gaulle écrivait la culture générale est l'école du commandement. Eh bien, on peut dire en 2023 que la culture générale
est la bonne école pour être complémentaire face à l'intelligence artificielle. La phrase de De Gaulle est plus vraie que jamais. C'est la culture générale qui est importante. Apprendre à coder n'est pas le sujet. D'ailleurs, ChatGPT code très bien et ses successeurs coderont mieux que la plupart des êtres humains. Donc, il ne faut pas précipiter nos enfants à apprendre à coder. Il faut leur donner une grande culture, une grande curiosité, des humanités, plus une culture scientifique générale. C'est la transversalité qui va nous apporter une complémentarité face à l'intelligence artificielle. Ne soyons surtout pas des techniciens spécialisés. Alors il y a aussi un enjeu de souveraineté, tout simplement. Aujourd'hui, la Chine a une grande longueur d'avance. Comment va faire l'Europe pour rattraper ce retard ? Alors la Chine était plutôt en avance sur l'Europe et était à égalité avec les États-Unis en intelligence artificielle, mais depuis 6 mois, les États-Unis ont pris une très grosse avance. Et aujourd'hui, la Chine a 2 à 3 années de retard par rapport à ce que fait GPT-4. Elle n'arrive pas à rattraper son retard, d'abord parce que le Parti communiste censure beaucoup les intelligences artificielles et a exigé que les intelligences artificielles chinois respectent les principes du Parti communiste, et cette censure diminue beaucoup les performances des intelligences artificielles chinoises. Donc aujourd'hui, c'est la Californie qui est maître du monde en matière d'intelligence artificielle, avec les leaders que vous connaissez. La Chine est derrière et l'Europe est complètement larguée. Aujourd'hui, l'Europe a entre 5 et 10 années de retard en intelligence artificielle sur la Californie, mais nous investissons très peu. N'oublions jamais que le budget de recherche d'Amazon, du seul Amazon, est de 40 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 5 fois le budget du CNRS en France. Alors il y a la question de souveraineté culturelle aussi. Justement, si les modèles de langue ne sont pas construits à partir de nos propres données et valeurs d'Européens, on risque de voir une représentation du monde qui n'est peut-être pas la nôtre, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Un modèle de données reproduit la vision culturelle de ses créateurs, mais il faut bien comprendre qu'il n'est pas possible de construire un modèle de données uniquement à partir des données européennes. Il n'y en a pas assez. Il faut les données du monde entier pour qu'une intelligence artificielle de type ChatGPT soit performante. Si nous éduquions des intelligences artificielles uniquement avec les données numériques européennes, eh bien, elles seraient mauvaises, elles seraient médiocres. Nous aurions le même problème qu'ont les Chinois, qui éduquent leurs intelligences artificielles uniquement avec les données chinoises. Il faut éduquer une intelligence artificielle avec toutes les langues du monde, tous les argots du monde, tous les patois du monde, dans tous les domaines de la connaissance humaine pour avoir une intelligence artificielle pertinente. Donc un nationalisme étroit, un protectionnisme étroit qui limiterait les intelligences artificielles européennes aux données européennes serait catastrophique parce que cela produirait des intelligences artificielles qui seraient à ChatGPT ce que le Minitel est à Internet. Et justement, vous mettez le doigt sur l'un des dangers. D'ailleurs, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure. Il accuse OpenAI d'être programmé pour être, par exemple, woke. Pro-immigration, favorable à la cause LGBT, voilà, c'est pas un souci en soi, mais voilà, c'est orienté, selon en tout cas Elon Musk, qui a vraiment ce danger. Tout créateur de contenu formate les outils intellectuels en fonction de ses valeurs. C'est normal. Pape Diaye n'est pas bienvenu sur Sud Radio de la même façon. Non, on aimerait bien l'avoir, c'est peut-être l'inverse. Que Jordan Bardella n'est pas forcément bien accueilli chez Libération. Donc il y a toujours un biais culturel quand on crée un outil cognitif, un outil intellectuel. L'intelligence artificielle n'y échappe pas. OpenAI est assez woke et a construit un outil qui est plutôt woke. D'ailleurs, dans le Figaro, avec mon ami Babo, on a écrit un article ChatGPT ou la Pravda 2.0. Il y a très clairement un biais culturel chez ChatGPT. Alors, vous parliez de la Pravda, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aux deepfakes. C'est l'un des danger aussi peut-être de l'intelligence artificielle quand on imite d'ailleurs déjà les voix, les vidéos. C'est un fléau qui va nous tomber dessus. Il va falloir des outils de cybersécurité très innovants. Récemment, une journaliste du Wall Street Journal, grâce à l'intelligence artificielle, a trompé son banquier et ses parents. Elle s'est fait passer pour elle-même avec une vidéo d'elle-même qui discutait avec ses parents, et ses parents ont cru que c'était elle, alors qu'en fait c'était elle représentée par une intelligence artificielle, et elle a réussi à manipuler sa famille, et elle a également manipulé
sa banquière à partir d'une vidéo produite par intelligence artificielle. Donc oui, les problèmes de sécurité vont être importants et la cybersécurité va être un enjeu immense dans les années qui viennent, ce qui veut dire qu'il va falloir moderniser la police parce que les policiers de 2023 ne sont pas forcément des grands spécialistes de l'intelligence artificielle et c'est un euphémisme. Oui. Et que pensez-vous justement de l'idée récurrente que l'IA, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, pourrait un jour surpasser l'intelligence humaine? Écoutez, je n'en sais rien. Je m'interroge comme tout le monde. Je vois que le débat est extrêmement tranché. Si vous prenez les 3 fondateurs de l'intelligence artificielle moderne, sous la forme des réseaux de neurones comme ChatGPT, ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, vous avez Yann LeCun qui affirme que l'intelligence artificielle va nous dépasser, mais qu'elle ne sera jamais hostile. Et vous avez les 2 autres inventeurs des réseaux de neurones, qui sont Bengio et Hinton, qui sont extrêmement inquiets et qui ont peur d'une extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle. Mais dans donc, quelle vous voyez, forme parmi les fondateurs de ces réseaux de neurones, il y a un désaccord complet. Donc moi, là-dedans, je ne suis pas capable de trancher. Je vois les inquiétudes et j'observe surtout la très grande difficulté de se faire une opinion parce que la tornade technologique va très vite et parce qu'il n'y a pas d'accord parmi les spécialistes du secteur. C'est quand même troublant de voir que la plus puissante des inventions humaines ne conduisent à aucun consensus entre les experts, entre les savants. Je parlais de brouillard numérique. Oui, nous devons gérer cette révolution en plein brouillard numérique avec des désaccords profonds au sein des plus grands spécialistes mondiaux de ce sujet. Est-il temps de la brider, de la réglementer en tout cas? Écoutez, je pense que c'est impossible. Personne n'accepterait qu'on se prive des bienfaits que l'intelligence artificielle va donner. Vous voyez, dans le domaine de la médecine, ma conviction, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de guérir la quasi-totalité des cancers dans les prochaines années, grâce à sa puissance extraordinaire. Qui accepterait que l'on continue à mourir du cancer si l'intelligence artificielle peut, dans les années qui viennent, guérir la plupart des cancers? Et on pourrait dire la même chose dans la plupart des domaines. Donc je pense que l'on ne freinera pas l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à sa régulation et surtout à la façon dont on va moderniser l'école, parce que nous rentrons dans un monde où nous allons être baignés dans une quantité infinie d'intelligence gratuite et nous n'y sommes pas préparés. Le patron de Nvidia, qui fabrique les puces électroniques qui équipent la plupart des ordinateurs qui font de l'intelligence artificielle sur Terre, a déclaré il y a 2 mois que, selon lui, l'intelligence artificielle en 2032 sera 1 million de fois plus intelligente que GPT-4. Vous voyez que nous rentrons dans un monde où l'intelligence humaine va être minoritaire. L'intelligence biologique générée par des neurones, par des cerveaux biologiques, va être ultra minoritaire parmi l'intelligence dans le monde. On peut d'ailleurs imaginer, envisager qu'au début des années 2030, l'intelligence humaine ne représente plus qu'1 millionième de l'intelligence totale sur Terre. C'est-à-dire que 999 999e de l'intelligence sur Terre serait artificielle. C'est une vraie révolution à laquelle il faut réfléchir et on n'y a pas réfléchi. Vous me parlez d'une intelligence brute, donc du QI, d'une certaine manière, même si on ne peut pas vraiment le transcrire comme ça, mais sans émotion, sans quotient émotionnel. Vous savez, là-dessus, on s'est trompé. Une étude publiée dans le JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, le Journal of American Association, a montré que GPT est 2 fois plus empathique que les médecins pour répondre aux interrogations et aux angoisses des malades. Donc l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle s'occuperait du quotient intellectuel et puis que nous nous occuperions du quotient émotionnel, des sentiments, de l'empathie, est une idée fausse parce que l'intelligence artificielle, elle est très patiente. Un patient peut parler à GPT-4 150 heures de suite. GPT-4 ne lui dira à aucun moment j'ai faim, je vais manger ou je vais retrouver ma famille. Attention à la déception au bout quand même, parce que ça reste un robot. La patience de l'intelligence artificielle, elle est totale. Donc il va falloir que nous inventions notre place dans ce monde gorgé d'intelligence artificielle. Pour l'instant, nous n'avons pas de solution simple. C'est pour ça qu'il est urgent d'ouvrir un débat sur la place de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Mais il ne faut pas qu'on se surestime.
il est certain que l'intelligence artificielle va nous dépasser, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera hostile. Et d'ailleurs, l'un des objectifs de l'humanité, à mon avis, c'est d'assurer un alignement entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour éviter les scénarios noirs qui ont été décrits par les gens dont vous parliez, notamment Elon Musk, qui a très peur que l'intelligence artificielle nous écrase. Merci.